Alors je suis assez content les amis parce que je me suis pas trompé sur une chose, c'est que j'ai bien, je pense, analysé le personnage de Sinbad. Je crois avoir bien compris un peu les enjeux parce que on va se mentir, hein, on va pas se mentir. Maggie, c'est un manga qui est assez complexe. Hein. Franchement, leurs personnages, les personnages, les thèmes abordés, les différentes, comment dire, les différents mouvements de l'histoire font que c'est une histoire assez complexe qui demande à bien penser en fait. Hein. Pour comprendre, pour pas se perdre dans toute l'histoire, faut bien comprendre un petit peu tous les enjeux et tous les thèmes philosophiques qui sont abordés. Parce que c'est ça, hein, je veux dire, techniquement, c'est ça, basiquement. Mais, deuxième chose, c'est que je trouve, et ça, je suis content justement de pas me tromper à ce sujet, c'est pas sur quelque chose que j'avais dit, mais c'est sur quelque chose que j'espérais, c'est que le manga Maggie prend une ampleur absolument dingue. Je trouve qu'il y a une telle ambition, de la part de cet auteur, que, putain, c'est magnifique quoi. Enfin je sais pas pour vous mais moi c'est ce genre de manga que j'apprécie énormément à mon âge. En plus de ça je l'aurais pas compris plus jeune, franchement je l'aurais pas compris, mais là c'est un vrai régal. À chaque fois c'est une nouveauté, une innovation, et c'est cohérent, toujours cohérent. Alors c'est sûr il faut avoir une certaine portée, on va dire, une certaine ampleur au niveau de la compréhension de certains concepts, de certaines idées, de certains propos, de certains, voilà, de certains motifs abordés, mais en même temps, c'est bien abordé et en plus c'est coloré d'un amusement qui est clair, très clair avec les personnages qu'elle met en scène. C'est pas juste il est là, c'est pas juste Almatoran, c'est aussi Judal, c'est aussi Aladdin, c'est aussi Alibaba et Morgiane. Donc c'est tous ces passages très marrants qui font que ça fait passer la pilule, parce que c'est vrai que sinon ce serait peut-être un peu étouffant. Mais en même temps, bon, moi c'est ce que j'aime, donc voilà. Donc chers amis, on va passer à la review. Il nous faut aller assez rapidement puisque ici j'ai envie de faire la review de ni plus ni moins que 7 chapitres. Donc même plus je crois en fait, hein. Ouais, ça doit être 9 chapitres que je veux faire. Donc il va falloir y aller, mais ce n'est pas grave chers amis, puisque j'ai confiance en vous, accrochez-vous et c'est parti. Et en premier lieu, je vais essayer d'aborder le projet un peu de Sinbad, savoir un peu ce qu'il y a derrière la tête depuis qu'il est allé au palais sacré. Alors, je vais pas tout dire, mais je vais essayer d'être assez conceptuel et pas aller dans les détails, parce que sinon ça va être complètement mortifère et ennuyeux et vous allez plus rien comprendre et moi non plus. Mais par contre, essayons de rester dans les grandes lignes pour comprendre, parce qu'il s'agit de couvrir une espèce de grande... voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre ces chapitres, il y a vraiment beaucoup d'avancées dans l'histoire, et surtout il y a des choses très intéressantes qu'il faut soulever concernant Sinbad. Alors, Sinbad, une chose intéressante qui a été dite dans le palais sacré, et c'est ce que j'avais un peu dit dans ma vidéo analyse du personnage de Sinbad, c'est que Sinbad c'est un peu le poète, c'est le poète dans le sens le guide, le héros qui guide les gens, qui a la notion des grands concepts de l'existence en gros, et qui connaît la destinée, en gros qui voit la destinée. Schématiquement c'est littéralement c'est le gars qui voyait les Rooks. C'est le gars qui voyait les Rooks. Je dis ça par rapport à donc David, hein, cette espèce de reflet qu'il a en David. On voit donc que Sinbad était ce héros et que David aussi avait cette espèce d'ambition en lui et de clairvoyance, en gros des choses du domaine de l'esprit en gros, que n'avaient pas les autres, ses semblables. Et ce qui pousse donc ces simples humains à se transcender et essayer de devenir quasiment des dieux en termes d'acquisition de connaissances et de contrôle, de pouvoir et de toutes ces choses par rapport donc au monde qui les entoure. Alors, le projet de Sinbad, après qu'il soit revenu du palais sacré, c'est toujours un peu de contrôler les choses, mais c'est beaucoup plus métal en fait, parce que avant il désirait contrôler le monde par l'économie, par une espèce de loi du marché dont il serait un peu l'unique gardien des clés, quoi, en gros, et c'est un peu ça que c'était le monde pré-palais sacré qu'il essayait de construire. Mais vous voyez bien que la concurrence qu'il avait créée fonctionnait pas, parce qu'il y avait des désistements. Il y avait des désistements du côté de Kina, du côté de Rem, du côté de Ku, de l'Empire Ku. Donc voilà. On voit aussi également une chose intéressante, c'est que c'est pas tout blanc tout noir, mais de toute façon Maggie c'est pas tout blanc tout noir, c'est ça qui est cool. C'est que
il dit une chose intéressante à Aladdin. Il dit à un moment, il parle de la dépravation, et la dépravation c'est un des échecs et une des grandes évolutions de Aladdin, c'est-à-dire qu'à un moment il s'est rendu compte que ce sur quoi il se fondait, en fait, le savoir sur lequel il se fondait et ses présupposés, ses présuppositions, eh bien elles étaient pas forcément vraies, c'est-à-dire que la dépravation, c'était pas si condamnable que ça d'une certaine manière, il y avait une espèce de rejet du destin, mais c'est aussi ce que voulait d'une certaine manière Salomon, c'est-à-dire en divisant ainsi les rouks, c'est aussi rendre la liberté et l'indépendance à chacun et pouvoir aussi décider de ce qui leur sied ou pas, et pas suivre l'avenir tant si jamais elle ne plaît pas, quoi, tout simplement. Ou elle est considérée injuste. Mais selon le prisme, à travers le prisme de Simbad, la dépravation c'est une chose horrible, parce que c'est injuste d'opposer ça à des êtres qui veulent justement se sortir de ce carcan que peut être le destin, si vous voulez. Et donc d'une certaine manière, il présente ça sous la forme un petit peu positive du grand frère qui veut protéger, en fait. Il veut éviter les nouvelles dépravations, il veut éviter tout ça, donc il veut essayer de protéger en prévention le monde d'éventuels nouveaux cas de dépravation, c'est-à-dire c'est un peu de la dépression. C'est des dépressions, quoi, en gros. Mais assez métal comme dépression, faut dire. Mais enfin, bon, vous voyez l'idée. Donc, on reviendra un petit peu sur la conclusion. Ce sera la conclusion de ma review, je vous assure. Parce qu'il y a aussi AXA qui vous intéresse à aller directement à la fin, parce que je vais parler de trucs un peu plus anecdotiques. Enfin, pas si anecdotiques que ça, mais bon, pour Simbad, j'ai une conclusion à la fin qui conclut donc ce qui se passe par rapport à ce qui se passe dans le chapitre 329. Par contre, alors nous allons revenir sur des choses un peu plus fun, parce que sinon, c'est vrai, comme je disais en intro, c'est un peu lourd. Mais, premièrement, le retour de Judal, pour moi, dans le chapitre 323 ou 24, je sais plus. Ben non, puisque... non, c'est le chapitre 325, enfin, peu importe. C'est après tout ce qui se passe dans le palais sacré. En fait, Judal, je trouve que c'est un personnage qui devient de plus en plus intéressant, parce que il a ce côté un peu mauvais garçon, ce côté sale petit con, mais en même temps qui évolue. Et qui est pas si mauvais que ça, en fait. C'est-à-dire que, au début, il était présenté comme... Franchement, la première fois que j'ai vu Judal, c'était un sale con. Et même un con dangereux. C'était un mec dangereux. Qui vivait pour la violence, qui vivait pour l'adrénaline des combats, et c'était un moment où on n'avait pas encore reçu toute l'ampleur qu'allait prendre Maggie dans la gueule, on n'avait pas encore reçu tout ça dans la gueule, et du coup on avait ce côté un petit peu, on pouvait très bien penser qu'à un niveau politique, Judal pouvait faire un putain de bordel, et que c'était un Maggie dangereux, mais là on se rend compte qu'en fait il y a des forces encore plus importantes, et donc du coup Judal est relayé à un plan un peu moins sérieux, un peu plus sympathique, et aussi il faut dire que avec la confrontation ultime qu'il a eu avec Aladdin, c'était intéressant de le voir dans une telle situation. Aussi, il y a ce côté un peu vulnérable qu'il a quand on le décrédibilise un peu avec son prénom, tout ça, ses origines qui le rendent un peu plus humain également. Donc c'est plutôt cool et j'apprécie beaucoup les évolutions de personnages qui sont cohérentes comme celle-là, quoi. Ensuite, troisième point, je vais parler de Morgiane et d'Ali Baba. C'est vraiment le souffle de vent, mais ah là là, c'est tellement cool de voir ça, parce que, si vous voulez, Ali Baba, c'est vraiment le héros malgré lui. C'est le gars, et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment le mec qui a du génie, tout en étant pitoyable, tout en étant le mec le plus pathétique par moment de la Terre, et en même temps des fois il a des éclairs de génie. Et ce mec en fait c'est vraiment, enfin les moments avec Morgiane, je trouve ça tellement drôle, enfin je veux dire, comment s'appelle déjà l'auteur, j'ai oublié son nom, mais enfin elle a une manière de dessiner les têtes, les têtes d'Ali Baba, tu sais, comme quand il est complètement sans dessus dessous, le pauvre, et c'est hilarant, franchement, moi je trouve ça vraiment drôle. Et ça montre qu'il y a un côté très humain là-dedans. Il y a un côté très humain du petit garçon encore à l'intérieur qui est pas sûr de lui du tout. Et c'est vraiment très drôle. Et c'est bien vu parce que c'est vrai, quoi. C'est réel, ça parle tout de suite. Et puis surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il se laisse pas faire face à Morgiane. Voilà, il se laisse pas faire, putain. Parce que c'est vrai que, bon, Ali Baba, des fois on a envie de lui dire, aie plus confiance en toi. J'adore quand il lui dit, genre, non, c'est les femmes qui doivent s'excuser. Il a tellement raison.
Je plaisante. Donc ouais, bon bah ensuite on va repasser à un truc un peu plus sérieux les amis, on va parler du combat, enfin de la confrontation si on peut dire plus entre Aladdin et Simbad, mais c'est plus une confrontation des idées en gros, du modèle de Maggie et en gros du modèle que l'on veut pour le monde, qui s'oppose donc à travers les deux personnages que sont Simbad et Aladdin. En fait ici, Aladdin lui, tout comme l'avait fait Salomon, qui avait comme c'est dit dans les derniers chapitres d'ailleurs, hein, qui avait séparé les rocs pour pouvoir en fait libérer un peu le monde de tout ça et pouvoir voilà les disperser à travers le monde. Aladdin était lui-même aussi venu à une conclusion qu'il y a la possibilité que tous les êtres dans leur liberté, toutes les races, tous les pays, tout ça, dans leur liberté, puissent se retrouver dans leur espoir et dans leur désir de faire le bien et tout ça. Même si parfois c'est différent, même si c'est pas la même façon de voir les choses, comme l'Empire Ko, qui est très différent effectivement de la vision de Simbad, il y a ce côté un peu, fédérateur à travers ce qui vraiment rassemble tout le monde. C'est-à-dire l'ambition de faire le bien. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'ici ça s'oppose complètement à Simbad qui dit que, en gros, techniquement, il pousse à l'extrême sa vision du monde, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un gars qui contrôle, parce que sinon c'est le bordel. Il faut qu'il y ait un guide, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, comme il voit au-delà de ce que le commun des mortels peut voir, c'est nécessaire qu'il y ait ce type-là, ce héros, donc Simbad, hein, pour le coup, qui puisse guider le monde pour qu'il puisse, le monde, devenir meilleur. Et ici, c'est mon donc 5e point, c'est que Ali Baba c'est le Joker, parce qu'on voit bien que là, Aladdin il est complètement pris de court. Surtout quand Simbad lui dit mais si tu veux aller réécrire les rouks, mais enfin tu feras pas mieux que moi, parce que au fin fond de toi, t'es aussi arrogant que moi, c'est-à-dire que tu penses savoir ce qui est bien pour le monde. Certes, en souhaitant redonner la liberté à chacun, mais en même temps, c'est ça. Tu fais pas plus que moi en vérité. Tu fais pas plus, pas moins. C'est exactement le même. T'es qu'un Maggie. T'es qu'un homme. Je veux dire, t'es qu'un cerveau. T'es qu'une personne. T'es pas le monde. Tu peux pas te permettre toi non plus de dire que moi ce que je fais c'est pas bien. Sans courir le risque d'être soi-même arrogant. Et Ali Baba ici c'est le Joker, parce que il rappelle à peu près la même pensée d'Aladdin, enfin que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tous veulent à peu près le même but, c'est-à-dire que le monde fonctionne bien, et personne veut la guerre, personne veut tout ça, et en fait c'est vrai que ça rassemble Aladdin et Simbad. Et il évoque quelque chose que justement avait évoqué Simbad quand il était allé au Palais Sacré, c'est que c'est vrai, Simbad, là, il est en train de fonder un monde sur le modèle du contrôle. Il veut tout contrôler. Il réécrit les rouks. Il change justement les décisions qu'avaient prises Ko, Kina et Rem pour que le monde fonctionne bien, parce qu'il a l'impression que seul lui, qui a pu voir les rouks, qui a pu voir le destin, qui a pu voir les grandes idées, les grands concepts, tout ça, qui a pu voir les dieux, qui a pu connaître tout ça, c'est le seul qui puisse avoir en main les différentes clés pour pouvoir ordonner le monde comme il faut, quoi. Et en fait, le truc, c'est que ce que dit Simbad, ce que dit Ali Baba, pardon, c'est que au-delà de ça, ce qu'il a fait venir au Palais Sacré, c'est pas ça, puisqu'il s'est dit lui-même que le monde fonctionnait et qu'il savait pas trop pourquoi, ses potes lui disaient mais non, mais pourquoi tu vas pas les sacrer, c'est con, ça fonctionne, va pas risquer ta vie, c'est complètement stupide, va pas risquer le monde, va pas risquer tout ça, prends pas tous ces risques. Mais il y allait quand même, pourquoi ? Parce que c'était excitant, parce que c'était fun, parce que c'était cool, parce que c'était lui, humain, ambitieux et simple homme qui a envie de faire des choses, régi par son désir, qui était allé au Palais Sacré. C'était pour ça, cette seule raison. C'était pas parce que c'était un dieu, c'était pas parce qu'il avait vu le destin du monde ou je sais pas quoi, c'est parce que c'était un putain d'homme qui avait envie d'excitation, qui avait envie de se sentir vivant. Et c'est ce que lui dit Ali Baba. Il lui dit que finalement leur concurrence, ça leur a pas forcément apporté de la satisfaction personnelle dans les grandes lignes, mais par contre ça leur a apporté du fun, ça leur a apporté de l'excitation, du plaisir, quoi. Et en tant qu'humain, et c'est vrai que c'est exactement ce qu'avait ressenti et ce sur quoi avait conclu Simbad quand il était allé au Palais Sacré. Je vais au Palais Sacré parce que j'en ai envie, parce que je le veux, parce que je suis moi, Simbad, humain, et c'est parce que c'est cool.
point barre, point à la ligne, c'est terminé, c'est la seule raison. C'est pas le destin du monde qui m'intéresse, c'est juste moi, comment je vibre par rapport à certaines choses que je fais. Et c'est pour ça qu'il avait remis un peu en question justement statut de dieu, statut d'enfant, statut de jeune aventurier qu'il était avant qu'il ne soit ce grand Simbad. Et c'était là peut-être qu'il était le plus heureux. Finalement, c'est ça qui est intéressant. Et ultimement, et ça c'est hyper intéressant parce que c'était aussi ce qu'avait dit David, c'est que la personne la plus puissante, celle qui contrôle tout, celle qui a en tête tout, et celle qui a en tête en fait tous les concepts, toute la vérité que tout le monde ignore, bah il est seul, putain de seul quoi. Et pour contrer la solitude de cet état de puissance absolue, bah ultimement, il faut un autre gars. Il faut un autre gars que tu contrôles pas. Il faut un ami, il faut un ennemi, mais il faut quelque chose que tu contrôles pas. Et c'est un peu ce qu'est Ali Baba finalement. Ali Baba, il n'arrive pas à le contrôler. Mais il lui dit avec le sourire, c'est ça en fait. Il lui dit j'arrive pas, c'est ça. Et ça me fait penser un peu. Si vous me permettez, je vais faire une petite allusion à Bleach, et ça me fait penser à deux personnages. On avait donc dans un premier temps Coyote Stark, qui était cet espada si puissant, qui avait un Reiatsu si puissant, qu'il ne pouvait pas se faire d'amis, puisque les simples holos qui entraient dans son champ de vision étaient simplement désintégrés, donc on était sur un plan vraiment physique, mais très concret. Mais le truc, c'était vraiment le schéma qu'on voit ici, c'est-à-dire un mec si puissant qu'il est seul, et c'est pour ça qu'il avait divisé son âme pour avoir une espèce de compagnie. Et de la même manière, c'est un peu le même discours qu'on avait eu par rapport à Aizen et son propre destin en tant que personnage, c'est-à-dire que c'était l'ultime conclusion qui avait été faite, c'est qu'il était si puissant et si exceptionnel qu'il cherchait dans la confrontation en fait un alter ego, quelqu'un avec lequel il pourra s'affronter et pouvoir ultimement rencontrer quelque chose qu'il ne contrôle pas, quoi, et qui est à égalité avec lui. Donc voilà, dernier point, donc du coup par rapport au projet finalement, c'est ma conclusion sur Simbad, bah le nouveau Simbad, c'est plus celui qui veut contrôler le monde via l'économie, via le marché, c'est plus simplement celui qui s'estime le roi et le dieu du monde, le dieu légitime du monde, c'est aussi le héros qui est au-delà de tout, au-delà même des dieux, au-delà même des concepts qu'il a vus dans le palais sacré, s'estime encore lui-même libre de suivre son instinct, de suivre son désir. Il a tout vu. C'est le mec qui est allé derrière l'envers du décor, il a tout vu, il sait tout. Mais il ne fait encore confiance qu'à la petite lueur qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi ? Non, parce que c'est pas parce que je connais le destin du monde, c'est parce que je le veux, moi en tant qu'humain. Et je suis content parce que c'est vraiment comme ça que je l'avais perçu, et finalement je me suis pas trompé sur effectivement le destin de Simbad. Et c'est ça, c'est pas du tout en tant que roi, pas en tant qu'humain, c'est en tant qu'homme. C'est en tant qu'homme qu'il va façonner le monde, parce qu'il le souhaite. Certes, il a été animé d'une mission quand il était plus jeune, il s'est senti animé d'une mission, connaissait les routes, connaissait le destin, il voyait tout ça, et du coup c'est ça aussi qui l'a poussé à construire le monde selon sa vision. Mais au final, c'est pas pour ça finalement qu'il avance. Ce pourquoi il avance, c'est parce qu'il a envie d'avancer. Et là la boucle est bouclée. J'avance parce que j'ai l'intime conviction que c'est dans l'ordre des choses, mais l'ordre des choses me donne le sentiment que c'est parce que je veux cet ordre-là. Enfin, c'est un peu complexe, mais vous voyez, c'est d'un côté un mec qui se prend pour Dieu, et de l'autre côté un Dieu qui admet que finalement il n'est qu'un homme. Vous voyez, c'est la boucle est bouclée, enfin voilà. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette conclusion un peu farfelue, mais qui je pense a du sens, et je pense de toute façon c'est ce que souhaite véhiculer l'auteur. Et voilà, donc putain, c'est quand même génial Maggie, non ? Vous trouvez pas ? Enfin moi je trouve ça génial. Et donc chers amis, on se retrouve dans très peu de temps pour la review, donc j'ai décidé quand même de la mettre un peu de côté puisque je n'ai pas encore lu les chapitres 330 et 331 et j'espère avec vous les découvrir, peut-être ferai-je une réaction live, je ne sais pas encore, mais en tout cas chers amis, avant de nous quitter je vous souhaite une très agréable soirée si jamais je sors une vidéo le lendemain, et donc portez-vous bien, lisez des mangas, réfléchissez, amusez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais en attendant, je vous dis ciao, et j'ai pas de conclusion bordel. Allez, à la prochaine.